Bonjour à tous, c'est Nikita du Média Aloha News. On revient pour la saison 2 du Monde à Manille. Je suis toujours accompagné de Jean et de Nes. Bonjour les gars. Yo. Yo yo. Comment ça va? Prêt à explorer le rap et ce game? Ouais, à Pleine fond. forme, ouais. Content d'être de retour. Content d'être de retour. On revient en novembre avec ce thème pour la saison 2, c'est le rap est-il en surchauffe? Qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, avec la démocratisation du rap et des outils de production, les auditeurs se retrouvent chaque semaine submergés de nouveaux sons, tendances, artistes et records en tout genre. Ce rythme effréné est-il durable? Quid? Qui voudrait commencer et répondre justement à cette question? Déjà, j'adore ta voix, journal de 20h. Introduction sérieuse, ça cartonne. Déjà aussi, super content d'être là, d'être de retour pour parler de tout ça. Je crois que c'est indéniable qu'il y a ce truc de surchauffe qui est en train de tout péter. Moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment, on atteint notre capacité d'assimilation et que là, il y a beaucoup trop d'informations tous les jours, toutes les semaines. Moi, je pense que ce qui va surtout se passer ici, et j'expliquerai, je pense, plus tard pourquoi, mais c'est qu'on va avoir une segmentation et qu'il va y avoir différents styles qui vont devenir des genres à part entière. Mais là, dans l'ensemble des choses, pour le moment, c'est juste impossible de suivre. Et il y a toute une série toujours mon rapport avec l'histoire, il y a toute une série d'autres événements dans l'histoire qui ont subi le même sort, d'autres technologies qui sont venues un peu foutre la merde dans notre compréhension de l'arborescence des styles. Et je crois que c'est ce qu'on va voir avec le rap, quoi. Il ne sera plus possible de mettre sur le même pied d'égalité je sais pas, un Luigi et un Zola. Et quand tu parlais justement de nouveaux styles qui vont se créer, qui vont s'ancrer dans la culture rap, qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que tu as des artistes qui sont un petit peu les premiers prophètes de la création de ces nouveaux styles en tête là? Ouais, juste peut-être pour être plus clair, je crois qu'au bout d'un moment, on va se rendre compte que, et c'est vraiment pas grave, qu'à l'intérieur du rap, il y a plus de distance entre différents sous-genres que le rap en a avec d'autres styles. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du rap, il y a des sons qui sont plus différents qu'un son typique rap et un son typique rock, par exemple, tu vois. Et donc, au bout d'un moment, il va y avoir une affiliation plus liée au style, au genre, etc. Mais dans le contexte, on va retrouver des gens qui peuvent adorer un style, et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Il y a des gens qui peuvent être fanatiques. Alors, prenons des exemples extrêmes, je sais pas, des gens qui peuvent être fanatiques de Damso et cracher sur Jul, tu vois. Et qu'est-ce qui les lie, en fait? Voilà. Qu'est-ce qui les rapproche? Je pense qu'il y a très fort un truc avec le mot rap finalement. Le mot rap, ça veut dire tellement de choses maintenant. Et on peut citer par exemple des artistes. Si je prends par exemple L'Homme Pâle, Alpha One, Black M, MHD et Green Montana, c'est 5 artistes qui sont considérés comme étant des rappeurs et ils font 5 raps qui sont diamétralement opposés, quoi. On peut pas trouver beaucoup de similitudes entre L'Homme Pâle et MHD. On peut pas en trouver beaucoup entre même Alpha One et Green Montana. D'accord, mais je dirais que ça, ce qu'il faudrait, c'est lier ça avec le problème de surchauffe. Et donc, on peut parler de... En fait, peut-être qu'on parle Bien de trucs sûr. différents. Peut-être que j'ai l'impression que toi, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a une surchauffe au niveau de l'explosion des styles, de l'offre. Moi, ce que je pense aussi, c'est qu'il y a une surchauffe au niveau de la quantité. C'est-à-dire, par artiste, le nombre de sons assimilables a juste explosé, quoi, tu vois. Et je crois qu'il est impossible. Et tu vois, si tu as tous les commentaires du vendredi là, pour tous les albums, c'est impossible à suivre. Bah, ouais, c'est ça, c'est impossible à suivre. Même, je veux dire, si jamais tu t'intéresses au rap, comme c'est notre cas tous les trois, où on écoute, enfin moi personnellement, j'écoute quasiment que du rap, c'est impossible de suivre tout ce qui sort. Ouais. C'est impossible. Et alors, tu as raison, même si tu te fixes sur un artiste à succès aujourd'hui, il sort plus de projets que c'était le cas avant, ou en tout cas pour une majorité d'entre eux. Évidemment, je crois qu'on va beaucoup parler de trucs qui pourraient être assimilables à tous les artistes, ce sera jamais le cas. On va donner des tendances, quoi. Après, peut-être pour décélérer un peu et comprendre ce phénomène-là, moi je crois c'est quelque chose de mécanique. En fait, tu sais, il y a un truc que les économistes ont par rapport aux technologies, c'est les économistes, ils s'intéressent aux technologies uniquement selon un angle, je généralise, c'est une technologie, c'est quelque chose qui permet de réduire des coûts de production. Donc c'est ce qui te permet pour le même prix de produire plus. Et en réalité, dans la musique, ce qui se passe depuis la nuit des temps, mais ce qui s'est passé surtout dernièrement, c'est une réduction extrême des coûts de production de la musique. En particulier dans le rap, je crois que, tu vois, à cause de sa condition organique, maintenant, faire des sons, ça coûte à la marge, ça coûte presque que dalle, quoi, tu vois. Et donc, mécaniquement, en fait, il y a des barrières qui sont tombées avec les technologies, que ce soit la possibilité de faire du son dans sa chambre, mais aussi les technologies de l'environnement, c'est-à-dire l'émergence des plateformes qui font que tu peux produire tes sons et les distribuer à un million de gens. Les technologies de diffusion, quoi. Voilà. En fait. Donc, toutes ces dimensions-là, en fait, elles ont juste baissé les barrières de production. Et maintenant, à la marge, écrire un son, le produire, le fournir à ces 6 milliards de personnes sur Terre, ça coûte vraiment rien, quoi. Donc, mécaniquement,
c'est tout, ça va arriver, quoi. Il va y avoir de plus en plus de sons et tu peux rien faire. Et je crois que le rap est particulièrement exposé à ça. Un autre style qui est exposé à ça, c'est les musiques électroniques. C'est tout ce qui est house, électro, etc. Et qui, eux, sont dedans depuis bien plus longtemps. Et je pense que ça, c'est vraiment le contexte. On ne peut pas retourner en arrière. Ce sera comme ça. À partir de maintenant. Et on a des exemples flagrants de ça. Moi, je trouve que cet été, c'était très fort avec le motif qui nous démontre que tu peux faire un son en un jour, mais de A à Z, quoi, tu vois. Tu peux le boucler de A à Z, un son par jour. Et donc, c'était un peu l'aspiration aussi pour cette question, c'est qu'est-ce qui se passe à partir du moment où tu peux faire des sons aussi facilement et aussi rapidement qui marchent, tu vois. C'est quoi l'avenir d'un style qui peut faire ça, qui peut juste submerger de beaucoup trop d'informations et de beaucoup trop de produits un marché. Ouais, et je crois qu'il y a un truc qui est très intéressant là-dedans, c'est quand tu dis qu'est-ce qui marche, enfin un son qui marche. Et finalement, je crois que c'est quelque chose qui est important, c'est de se dire peut-être que maintenant on capte beaucoup plus les codes ou des trucs, des techniques qui font que ça marche. Quand bien même, j'ai l'impression qu'il y a des artistes qui parfois dans leur album, ils mettent des sons pour que ça marche, pour que ça se passe à la radio, pour que ça passe en club ou quoi, en injectant des sortes de techniques qui font que finalement ils savent que ça rentre dans la tête des gens ou des trucs comme ça. Et ils font des sons, on peut appeler ça des sons... Enfin, j'avais vu une interview qui parlait de sons Skyrock ou de trucs qui peuvent passer à la radio, quoi. Au States, ils appellent ça des plantes. Voilà. Des plantes industrielles, quoi. C'est des trucs qui sont ingénierisés de A à Z en disant ça va plaire à tel public comme ça, c'est designé à l'avance, quoi. Voilà, et peut-être voir à quel point, peut-être cette surchauffe, donc évidemment, il y a un côté technologique, mais il y a aussi un truc, à quel point est-ce que les artistes, ça devient un peu, pas des pantins, parce que je crois que c'est vraiment pas le cas, mais à quel point c'est finalement l'industrie qui façonne les artistes plus que les artistes qui s'insèrent dans une industrie. Je pense qu'ils ont quand même le choix, encore une fois, de prendre ces décisions-là. On a beaucoup d'exemples, tu vois, avec Alpha One qui en dehors de ce truc-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, après aussi, bon, c'est un autre débat qu'on va pas rentrer là-dessus, c'est que un tube, il y a des techniques, mais après, pour qu'il marche, c'est un autre délire, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont sorti des morceaux avec des allures de tube, mais ça n'a pas marché. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, la question que je me pose aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont fait un retour d'expérience par rapport à des morceaux qu'ils ont faits. Et ils expliquent, par exemple, je pense à Bosch avec Jomb, ou avec plein d'artistes, ils nous expliquent que les morceaux qui marchent le plus, c'est ceux qui ont été faits très très rapidement, à l'instinct, etc., etc. Donc là, je me pose la question de cette surchauffe et aussi de se dire, est-ce que le rap est une musique d'instinct finalement ? Puisqu'il y a des émotions, etc. Et pour aller même plus loin par rapport à cette histoire de surchauffe, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, le label Sony est en train de travailler avec Niro, je crois, sur un projet, c'est de développer une intelligence artificielle musicale. Donc se dire que ça se peut dans 5-10 ans, il y aura un robot qui va faire des musiques en comprenant, tu sais, en fait comme tous les algorithmes de Spotify, en comprenant nos goûts, en prenant conscience de tout ça, et on va peut-être verser vers un truc tout à fait mécanique, quoi. Moi, c'est marrant parce que c'était exactement la direction que je voulais prendre aussi dans ce débat. Mais c'est lié à... Il faut le prémisse de réduction des technologies et des coûts. Moi, on a parlé des technologies hardware, donc comment tu fais un son quand c'est digital, quand tu as accès à Fruity Loops, etc., c'est beaucoup plus facile. Quand la distribution est aussi peu coûteuse, parce que même la distribution en termes de plateforme, mais aussi monter ta boîte maintenant, monter ton label et ta structure, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 10 ans, 20 ans, etc. Et puis le dernier coût, c'est le coût de création. Et le coût de création, maintenant, il est un peu attaqué par... il est pénétré par tous ces modules d'intelligence artificielle. En fait, tu sais, ces modules d'intelligence artificielle, ça fait 15 ans qu'ils sont là. Tu vois. Ça fait 15 ans, même Sony, c'est Sony Paris, il y a un gars à Sony Paris, ça fait 15 ans qu'il nous montre des pianos qui savent jouer tout seuls et il les fait jouer en accord avec des orchestres, etc., etc. Je crois que ce qui compte, c'est la convergence de tous ces points-là. Moi, mon sentiment là-dessus, sur l'introduction de l'intelligence artificielle, c'est que ça va marcher. Parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a certaines recettes de tubes. Et de la même manière que certains artistes maintenant deviennent des machines, et que en fait, tu peux même prédire à chaque fois le son qu'ils vont sortir, la tendance, etc., et qui copient la tendance, qui ne sont pas dans l'innovation, mais dans la copie de tendance, ça va être très facile de reproduire ça artificiellement sans artiste. Et je pense que ça peut marcher. Parce que je pense qu'il y a toute une série, pour maintenant parler du public, je crois qu'il y a une partie du public qui s'en fout de tout ça. Mais le contre-pied de ça, c'est que, tu vois, c'est pour ça que je parle de scission, d'évolution du marché de la demande, c'est qu'il va y avoir un public qui en a rien à foutre de ça. Ça, c'est ma prédiction. Il y a un public qui va en avoir rien à foutre de ça, mais il y a un public qui, au contraire, va commencer à demander de plus en plus
à être beaucoup plus sensible à la personnalité de l'artiste. C'est-à-dire que ce qui va compter au-delà de l'œuvre, c'est quelle histoire l'artiste nous propose, ce que tu ne peux pas créer avec une intelligence artificielle. C'est quelle est l'ambiance, quelle est l'expérience de l'artiste. Et donc les artistes qui n'ont pas d'histoire et qui sont juste venus copier, qu'on peut recopier comme on veut, eux sont en fait les plus à même de disparaître, parce qu'ils peuvent être remplacés. Mais les artistes qui sont personnels, qui nous racontent une histoire, eux, il n'y a pas d'intelligence artificielle qui peut les transcender, parce que ce qui nous intéresse chez eux, c'est leur humanité. Et donc, tu vois, en ça, je crois que l'intelligence artificielle va trouver une place, et pourquoi pas, tu vois, au final, si tu veux, mais qu'il y a un truc auquel l'IA ne peut pas toucher, qui est ce besoin d'humanité, qui en fait va au-delà de la musique, qui est on veut pouvoir s'attacher, s'identifier, etc. Ouais, tout à fait. Et enfin, je suis assez d'accord avec ça, et moi, j'aimerais faire une distinction entre rap qui marche et rap de qualité, ou en tout cas... Enfin, aux yeux de tous, rap de qualité, même si c'est des trucs qui sont très subjectifs. On sent que t'es un trentenaire, là. Non, mais même, je veux dire, il y a des trucs qui fonctionnent. Par exemple, je crois qu'il y a une étude qui avait été faite sur le son Despacito. C'est pas du rap, mais qu'importe. Et qui avait dit que vraiment, en termes justement, pas d'intelligence artificielle, mais vraiment en termes de techniques pures qui rentrent dans la tête, etc., ils avaient vraiment fait un truc de génie qui était au top. Et effectivement, c'est un truc qui te rentrait dans la tête, et moi-même, ça me rentrait dans la tête. Et, c'est pas grave, et j'ai pas envie de te dire. Et en même temps, au fond de moi, je trouvais pas que ce son, il était... Enfin, je kiffais pas spécialement, tu vois. Et moi, ça me fait penser à un truc qui est pas dans le rap, mais que j'ai vu le documentaire Netflix Social Dilemma il y a pas si longtemps. Et finalement, c'est quoi ? Ça parle beaucoup de tout ce qui est technologie de l'attention et qui essaye de capter l'économie de l'attention. Et donc, en fait, ça parle beaucoup des réseaux sociaux et de ce qu'ils font avec les réseaux sociaux. Ben, ils mettent en place toute une série de techniques qui font que tu as envie de passer le plus de temps possible sur les réseaux sociaux. Mais moi, ça m'arrive, peut-être comme vous aussi, de passer à scroller des heures sur Facebook ou sur Instagram. Et à la fin, je me dis pas, putain, j'ai passé une pure après-midi, tu vois. C'est juste que ça a happé mon attention et ça prend vraiment... c'est étudié... de manière très précise ou quoi, et c'est vraiment de la science cognitive où ils essayent vraiment de regarder comment le cerveau fonctionne, même indépendamment de nous, quoi. Et donc là, ça lance des petits trucs à ton cerveau qui dit reste sur Facebook. Le point complot, c'est maintenant. Non, c'est pas un complot. Et comment tu lis ça alors avec l'évolution dans le rap ? Eh ben, c'est juste que, en fait, maintenant, on en est à un point où je crois qu'il y a des intérêts économiques qui sont énormes, etc. On commence à mettre en place de plus en plus de techniques qui fait qu'il est sans doute un peu plus facile de faire en tube, ou en tout cas, on a des techniques pour faire en tube qui sont plus élaborés qu'avant, et dans des schémas de chansons ou de morceaux dans lesquels on peut plus facilement s'immiscer, et sans pour autant, vraiment à travers des techniques, sans pour autant que ce soit spécialement de la qualité, mais que c'est un truc qui rentre dans la tête et qui passe et qui capte notre attention. C'est bizarre ce que tu dis, parce que moi je le pense de manière contraire, au sens où les tubes, au contraire, happent une partie de notre attention, mais laissent la plus grande partie libre. En fait, pour moi, les tubes, c'est un peu comme... après, c'est mon expérience. Hein, c'est comme, on va dire, une écoute de fond. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que les tubes, généralement, les paroles ne sont pas très recherchées, entre guillemets. Donc, notre attention ne se focalise ni sur les paroles. Elle se focalise sur un espèce de nuage comme ça qui est au-dessus de nous, au-dessus de nous, pardon, et qui crée le tube. Pour moi, tu vois ce que je veux dire ? Mais ça, c'est tout à fait possible. Ça veut pas dire, quand je dis économie de l'attention et le fait que ça arrive à nous happer ou quoi, ça veut pas dire que c'est des trucs qui sont compliqués. Ça veut pas dire que c'est un son qui est complexe et qui est très dense ou quoi. Ça peut effectivement être juste une sorte de cloud comme ça qui te happe. Et ça veut pas dire, mais c'est juste que c'est des techniques qui arrivent à capter notre attention et arrivent à faire que ça rentre dans ta tête, quoi. Mais donc, d'accord pour ça. Après, moi, c'est pour ça que je lis ça à qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est pour ça que je pense que les deux modèles peuvent coexister. Et donc, c'est pour ça que moi, je retourne vers le public. Il y a des et c'est pour ça que c'est très important de comprendre le type de consommation diverse qu'il y a dans le rap maintenant. Il y a des types de consommateurs rap, comme des types de consommateurs de musique électro, par exemple. Bien sûr. Ou d'autres types de musique, qui en ont strictement rien à foutre. Qui en ont, en vérité, rien à foutre que tu leur dises que ça a été fait pour les mindfucker, ou que ça a été fait, honnêtement. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent ? Eux, ils veulent juste écouter cette musique dans la radio, ou ils veulent s'éclater en boîte. Et pareil, ils s'en foutent que ce soit une machine qui a inventé ce son, ou que ce soit un être humain qui ait galéré pendant 3 ans. Donc il y a un public qui va bouffer ça, et
c'est pas grave, tu vois. C'est comme, il y a de la bouffe, il y a des gens qui veulent que la bouffe soit organique, il y a d'autres gens qui sont chauds à prendre de la bouffe, qui ont faim, quoi. Bien sûr. Donc, il y a ces dimensions-là, mais je pense pas que ça. Et moi, je suis pas trop dans la perspective un tube, c'est une qualité moindre ou quoi. Je crois que c'est juste deux dimensions différentes, la qualité et la popularité. Mais il y a une autre dimension qui est, il y aura toujours une place pour la personne qui raconte son histoire. Par exemple, je pense pas que tu puisses remplacer la plupart des rappeurs à plus gros succès actuels. Et quand je parle des rappeurs à plus gros succès, je dis Spotify 2019, les plus gros streams, tu vois. Tout cela, PNL, tu peux pas remplacer ça par une machine. Nekfeu, tu remplaces pas ça par une machine. Damso, tu remplaces pas ça par une machine. Et même Jul, maintenant, sa popularité, c'est pas sa musique, tu vois. C'est lui, c'est son personnage, c'est tout ce qui... Donc tout cela... C'est la machine. En référence à son album. C'est vrai. Mais tu vois ce que je veux dire. Tout cela, c'est un aura qui va au-delà de la musique. Tu vois, eux, ils vont pas... Je les vois pas être... D'ailleurs, ils sont pas... Leur profil de production sont pas du tout les mêmes. Tu vois, la productivité d'un Jul, la productivité d'un Damso, la productivité de PNL, c'est des histoires différentes, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais il y avait que ces... Enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais s'il y avait que ces artistes-là, le rap serait pas en surchauffe. En fait, je pense qu'il y a plein de rap qui sont et populaires et de qualité, vraiment. Je dis pas du tout que c'est antagoniste ou autre, mais je crois que ceux qui arrivent à avoir ça, c'est ceux qui font avancer leur genre d'une certaine manière. Et après, tu as ceux qui se mettent un peu dans des moules qui fonctionnent très bien, et ça marche, etc. Et il y a des sons que je kiffe là-dedans. Mais je veux dire, là, quand on parle de la surchauffe du rap, je crois que c'est vraiment lié à ça. En fait, techniquement, la différence qu'il y a entre ce que toi tu dis et ce que moi je dis, c'est on regarde à l'évolution intensive et l'évolution extensive. L'évolution intensive, ce que moi je dis, c'est que un artiste créatif peut maintenant créer beaucoup plus que ce qu'il pouvait créer il y a 10 ans, juste parce que les moyens sont là. Ça, c'est clair. Et toi, ce que tu dis, c'est que puisque les choses se formatent, il y a une évolution extensive, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent maintenant venir et simplement copier, un peu comme dans plein d'industries maintenant, tu as des gars qui copient le modèle Airbnb. Airbnb a innové, maintenant on copie le modèle Airbnb. Lyft copie le modèle Uber, etc. Donc toi, tu dis, le problème aussi, c'est qu'il y a une espèce de copie... Mais bon, oui, ça, je suis d'accord. Après, je répète, moi, finalement, c'est pas un problème. Il y a plein de rappeurs qui ont commencé en copiant d'autres rappeurs et puis qui ont trouvé leur voix après, tu vois. C'est pour ça que moi, excuse-moi, je finis là. Je me focalise plus sur les rappeurs. Ils produisent ce qu'ils veulent produire et ils choisissent le modèle qu'ils veulent choisir. C'est de l'autre côté. Est-ce qu'il y a une demande pour ces différents profils-là? D'ailleurs, je pense que c'est une interview de Dinos qui dit à un moment qu'il parle de Michael Jackson et il dit finalement Michael Jackson, c'est un gars qui a été juste aussi un génie dans le fait d'arriver à imiter des trucs, mais de manière intelligente, quoi. Ouais, après, je crois que si tu es capable de... Si tu inventes... Il y a une part d'invention qui est associer des genres ensemble, tu vois. Ouais, Michael il a fait ça, donc je le vois pas reproduire un son qu'on a déjà inventé avant. Et pareil pour Bob Marley. Enfin, tous ces gars-là, il y a du génie à savoir associer les choses. Là, je crois que ce dont on parle vraiment, c'est quelqu'un qui vient et qui fait un son. Tu te dis, en fait, c'était Booba, non? Ah non, c'est pas Booba, c'est ce type qu'on n'a jamais entendu. Ouais, exactement. Ou bien PNL, par exemple, comme eux, ça a été vraiment des pionniers dans le cloud rap français, on va dire. Et là, il y a eu plein de copies de PNL qui ont suivi, quoi. Mais finalement... qui ont eu un degré de popularité beaucoup moindre. À part son entourage, l'entourage de PNL, quoi. C'est ça, ouais. C'est vrai que ça a moins bien marché, mais finalement, PNL, ils ont vraiment fait avancer leur genre et ils ont eu aussi tous les à côté. Donc je crois que c'est très important quand tu dis qu'il y a aussi tous les à côté du rap. Et là, PNL, il l'avait très fort, quoi. Et du coup, le rap est-il en surchauffe? On a comploté, mais les gens, les internautes veulent avoir des avis. C'est quoi? C'est négatif? C'est positif? Qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai du mal à dire que démocratiser une capacité de produire soit négative. Parce que, en fait, moi, quand j'étais petit, il y a 10 ans, j'étais trop fan de Courtrajmé. Et en fait, le modèle Courtrajmé qui a été... maintenant, on a accès à des caméras que nous, on peut utiliser pour nous et qu'aucun autre gros média ou aucune autre grosse boîte de prod aurait fait, tu vois, de la vidéo de quartier comme Courtrajmé a fait. Pour moi, c'est ce genre de truc, c'est le modèle de type de bénéfice qu'on peut retirer de l'évolution technologique des choses, tu vois. Et j'arriverai jamais à me dire, en fait, quand tu baisses les coûts d'entrée et que tu as ces technologies qui évoluent, tu n'as que du mauvais. Parce que tu auras toujours des possibilités d'avoir un nouveau Courtrajmé ou n'importe quel autre petit rappeur qui a commencé à faire ces trucs de son côté. Donc, je pourrais jamais dire que c'est une mauvaise chose.
Par contre, ça a des conséquences. C'est pour ça que je dis, il va y Bien avoir une sûr. segmentation, il va y avoir, d'une part, le public est large, donc pour le moment, il peut absorber tout ça, mais il va y avoir un moment, juste d'un point de vue capacité cognitive, tu vois, tu peux Ouais, plus suivre tu tous peux ces plus. sons et être content. Et ce que ça va générer, autre prédiction de mon cerveau qui veut rien dire, ce que ça va générer, c'est que, et c'est ce que tu as dans plein d'autres domaines, quand l'information est trop large, on va passer par des tiers qui vont nous dire qu'est-ce qu'il faut écouter et pas écouter. Et donc, et c'est exactement ce qui se passe maintenant, on a bypassé les radios avant, donc les radios n'existent plus pour influencer ça, mais maintenant ça va être les playlists sur les plateformes de streaming qui vont dominer la direction du vent, quoi. Et donc on était dans cet interlude, on était très contents. D'ailleurs, il y a ce truc du Monde qui a fait un reportage en 3 épisodes sur la production du rap et tout, et qui parle de ce moment incroyable où pour compter le nombre d'écoutes, ils ont arrêté d'écouter les gens, mais ils ont arrêté d'écouter ce que les boîtes de prod disaient. Ils ont commencé à calculer vraiment statistiquement les écoutes. C'est là où le rap a explosé parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment stylé et que c'était pas juste les boîtes entre elles qui faisaient des accords. Donc on était un peu dans un truc complètement libre. Maintenant, on reconcentre parce que maintenant, comme il y a trop d'informations, ça va être. Et je crois que toutes les grosses boîtes de prod et tous les gros artistes, maintenant, leur challenge quand ils sortent un son, c'est le faire playlister sur Spotify, le faire playlister sur Apple et tout. Et donc, les nouveaux oracles du rap, ça va être les gens qui décident des playlists, quoi. Ouais, enfin, moi, je Puis suis. la naissance des youtubeurs aussi, peut-être, tu vois. Aussi, ouais, c'est ça. Tous écoute, ces ça, gens là. qui vont te dire, dans cette marée d'informations, choisis plutôt là-bas. Et t'as pas le temps, de toute façon, de tout écouter, donc choisis plutôt là-bas. Moi, je crois que, enfin, je suis d'accord sur le fait que le truc technologique, moi, à la base, je suis pour. Évidemment, je suis pour le fait que ça se démocratise et qu'il soit possible de faire du son avec des moyens qui sont relativement limités, etc. Et après, il y a effectivement le revers de la médaille du fait que, du coup, il y a tout le monde qui en fait et que c'est impossible de suivre. Mais je crois qu'il y a aussi une logique de marché qui évolue, et on en a parlé dans le premier épisode du Monde à Mani sur le capitalisme, mais au fait que maintenant, il y a aussi moyen de faire beaucoup d'argent avec le rap, et que ça, les jeunes rappeurs le comprennent assez vite. Et donc, il y a aussi une tendance à vouloir sortir des types de sons qui sont dans un certain schéma, quoi. Et je dis pas, il y aura toujours des Alpha One, par exemple, qui seront en mode, et qui feront quand même disque d'or, mais qui seront vraiment en mode où ils gardent vraiment leur identité de rap. Mais il y a plein de trucs qui changent et qui vont vers le fait de faire des tubes. Et ça, j'ai l'impression que c'est assez clair. De faire des tubes, créer des discours aussi. Parfois, c'est pas forcément des tubes, mais on en avait parlé au niveau des discours, de reprendre les mêmes codes qui ont marché auparavant. Tu vois, oui, on en avait parlé, tu vois, avec des codes genre, oui, casque intégral, tous ces mots qui remettent Kishta, etc., et qui redéfinissent, imaginent les mêmes situations qui se cristallisent quelque part dans certains discours de certains rappeurs, et ça crée des rappeurs génériques. Et c'est tout ce que je voulais dire. Mais moi, je répète, c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème des rappeurs génériques ? Non, ok, effectivement, c'est quoi le problème ? Et à partir du moment où on a... En fait, moi je me basais sur le fait, si jamais on veut avoir toujours, j'ai pas envie de dire le pouvoir sur le rap, mais avoir une vue d'ensemble sur le rap, ça devient compliqué parce qu'il y a plein de trucs comme ça. Maintenant, si on passe par des intermédiaires qui nous donnent plus ou moins les sons à écouter, alors effectivement, il n'y a pas de stress. Parce que comme tu disais, je crois que dans un ancien épisode, quand il y a une espèce de phénomène qui se passe, c'est ça va dans toutes les directions. Moi, ça me fait penser notamment, par exemple, aux snacks qui ont commencé à ouvrir un petit peu partout. Et justement, on va dire, cette surconsommation, cette surouverture de différents snacks, ça a créé une vision d'autres en disant, OK, on va sortir des trucs un peu locaux, etc. Et donc, comment on va dire, même dans le prisme capitaliste, il n'y a aucun souci, mais dans le sens où il y a trop de fast-food a permis justement à d'autres personnes d'aller de l'autre côté et d'ouvrir des petits commerces. Et moi, je le calque un petit peu au rap en disant, ouais, il y a trop de trucs. Nous, c'est le moment de raconter une histoire, etc. Et on a des lots, des trucs. Pour moi, et ceux qui croient qu'il y en a une, je crois qu'il faudrait qu'on discute de ça, mais il n'y a pas de recette miracle. Et ça, si tu regardes, je répète, le top 10 des rappeurs qui font le plus de ventes, ou les plus prolifiques, et même les rappeurs les plus respectés, c'est des modèles complètement différents à chaque fois. Il n'y a pas une recette. Et donc, je crois que la question ici, ce à quoi tu fais référence, c'est qu'est-ce que nous, on kiffe.
Moi, personnellement, les rappeurs génériques, en fait, je m'en fous un peu. Parce que moi, ce que j'aime dans un rappeur, mais dans un artiste en général, ça va au-delà de sa musique. C'est la vision qu'il me propose. C'est la démarche entière. Mais ça, c'est moi, tu vois. Oh, ouais. Et quelqu'un d'autre qui a pas le temps ou s'intéresse pas, et j'en connais plein des potes qui sont en mode ah, il est pas mal le son que t'as passé là. Ouais, non, viens, je t'explique en fait ce type. Et ah, non, je m'en fous de ce que t'as à me raconter. Tu vois, il est juste pas mal ce son. Ceux-là, peut-être qu'ils seront mieux servis encore. Ok, mais il y a quand même une logique de marché aussi où on peut reprendre l'exemple des snacks, tu vois. Si jamais ils se rendent compte qu'il y a un sandwich que tous les clients prennent et qu'ils le prennent systématiquement et que ça marche à mort, le snack qui le vend pas, à un moment il va se dire putain, moi aussi j'ai envie d'avoir du pèse et j'ai aussi envie de vendre ça. On parle d'Alpha One qui est un rappeur à succès et surtout que tout le monde reconnaît comme étant un monstre. Il a mis 2 ans à faire disque d'or. Il a mis 2 ans à faire disque d'or avec UMLA qui est quand même ok, mais je veux dire on peut comprendre que des rappeurs qui fassent entre guillemets du rap comme eux ils kiffent du rap un peu old school ou quoi, ils se disent à un moment mais putain, moi aussi j'ai envie de vendre, je me sens clairement au niveau par rapport à d'autres qui font disque d'or. Mais tout, c'est quoi, je vais aussi sortir des sons qui sont un peu plus mainstream, un peu plus qui passent à la radio, etc. D'accord, mais ça c'est ton choix d'artiste. Ça, libre à toi. Enfin, si tu rentres dans le game et que tu dis je veux faire de la maille, c'est un autre esprit que si tu rentres dans le game et tu dis je veux faire, tu vois, ce qui me plaît, je veux délivrer mon message. Si t'es tiraillé entre les deux, tous les rappeurs du monde actuel, à part certains, ils ont tous ce truc. Enfin, Lélo, il le dit, tu vois. Il dit je rêve de la maison sur la plage. Parfois, je rêve de la maison sur la plage. Parfois, je rêve de mourir avec honneur, tu vois. Mm-hmm. C'est le dilemme de chaque artiste. Mais ça, tu l'enlèveras jamais. Si t'es un artiste, tu dois faire la paix avec est-ce que tu veux être célèbre et devenir une plante? Est-ce que tu veux être réel et prendre le risque que tout le monde en ait rien à foutre de toi? Mais c'est la partie de l'incertitude. Ok, alors, je suis d'accord que le gâteau il a grossi, il y a plus d'auditeurs, donc le gâteau il a clairement grossi, mais maintenant il est séparé en tellement de morceaux que si tu compares à avant, et j'ai l'impression que même si le gâteau il était plus petit, il y avait plus moyen de faire vraiment son style et d'avoir une part, quoi. Là, Alpha One, moi je pense exactement l'inverse. Je crois que pareil. tu as plus de chances maintenant d'avoir ta place, même si tu ne suis pas le mainstream qu'avant. Il y a tellement de barrières qui sont tombées que tu peux venir avec une proposition complètement différente et il y a moyen que ça pète. Mais quand je dis avoir sa part, ça ne veut pas juste dire avoir des auditeurs, ça veut dire savoir vivre de ça, quoi. Même vivre de ça, Alpha One il fait ok, mais là on parle vraiment du meilleur, quoi. Non, enfin, ce que tu dis, on parle du meilleur rappeur old school, quoi, on va dire. Enfin, tu vois, qui rappe du... Oui, mais alors reprenons le top 10, PNL, ils font ça très très bien et ils se font péter de thunes. Damso, il tape le million. Enfin, tu vois, ce truc-là, c'est au propre à l'artiste. L'artiste, il doit savoir que être vrai, c'est prendre un risque. Tu sais pas dire à l'avance si ta formule, si t'es vrai, si ta formule elle plaît aux gens. Parce que tu sais pas si ta vie elle plaît aux gens. Maintenant, ce que toi tu peux dire qui est dommage, c'est qu'il y a des gars qui en fait niquent le système parce qu'ils prennent pas le risque et ils ramassent la thune. Mm-hmm. Ouais, mais tu vois. Mais excuse-moi de couper, la question que j'aimerais poser, c'est les rappeurs génériques qui ont peut-être codifié, intériorisé les codes. Peut-être que dans leur production musicale, et même si nous, à l'écoute, on se dit c'est générique, eux, ils se disent je suis vrai. Tu vois ce que je veux dire? Complètement possible, mais c'est pour ça que je dis c'est ceux-là qui doivent stresser de l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est ceux-là qui vont sauter. C'est ceux que tu peux remplacer par... C'est ceux qui vont plaire aux gens qui en ont rien à foutre. Mais pas de singularité par rapport à... C'est eux qui vont sauter, tu vois. Et c'est eux qui doivent commencer à se dire... ou bien j'investis dans un cloud service chez Amazon et je me reproduis là et j'essaie d'inonder le marché avec ça, ou bien je commence à trouver quelque chose que j'ai à faire qui est plus original. Et pour reprendre le parallèle avec les snacks, imagine maintenant que des snacks ils viennent comme Tesla en mode on vous fait vos durums automatiquement, tu vois. Fatalement, s'ils les font automatiquement, les durums ils coûtent 1 €, ils coûtent plus 4 €, et ce truc là il prolifère. Tous ceux qui copiaient le modèle de durum ils sont baisés. Et il y en a d'autres qui vont dire ok, peut-être que je vais changer de truc, je vais faire un truc bio-organique qui fait un autre délire, tu vois. Mais ça c'est les principes de l'innovation destructrice de base. Moi je suis quand même convaincu que Alpha One il y a 20 ans il aurait eu une plus grosse part du marché. Non, Alpha One il y a 20 ans, s'il n'y avait pas Skyrock ou il n'y avait pas aucune autre boîte de prod qui avait dit yo, ok on aime bien ce que tu fais, viens chez nous, tu n'aurais même jamais entendu parler de lui. Moi ça je suis vraiment pas sûr. Mais
c'est une question de moyens. Avant, Non, il ceux se serait qui- débrouillé. Lui, ne pas écouter un mec de l'entourage, il se serait débrouillé il y a 20 Non, ans. mais c'est pas vrai. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est Alpha. Il y a 20 ans, comment est-ce que il y a 20 ans, comment est-ce que tu construisais ton histoire tout seul sans aide? Je répète, les coûts de production à l'époque, et les coûts de construire ta C'était propre, pas les mêmes. c'était complètement différent. Lunatic Prends l'exemple. Ouais, Alpha One, c'est l'exemple aussi, c'est ça le truc. Pour moi, Alpha One, c'est le meilleur. Oui, tu mais vois. des gars comme Alpha One, il y en a 1000. C'est ça que je te dis. Pour moi, Lelo, alors je vais choquer des gens, Lelo, en termes de ce qu'il apporte et de son monde, il est aussi fort qu'Alpha One. C'est un monde différent, mais Ouais. il est aussi fort qu'Alpha One. Il a son public. Il pète pas les scores comme Kobalade, mais il a son public. Ils vont plus qu'Alpha One d'ailleurs. Ils vont. Ça Enfin, m'étonne je veux dire, pas, je ouais. veux pas les comparer, mais je veux dire, il est aussi Trinité dans a ces zones-là. fait disque d'or, je pense, très récemment, et sur un gap Assez plus court, petit ouais, toujours en indépendant comme que- Alpha. Et, que Alpha One. et je crois pas qu'il y a 20 ans, on aurait eu autant de diversité à la marge, hein, c'est-à-dire un truc niche, autant de diversité possible et imaginable. Donc autant d'exemples, si tu veux, de Lunatic. Lunatic, il y en a eu un d'exemple, tu vois. Je te dis Ouais. maintenant, en fait, ils sont en train d'exploser tous ces exemples, qui vont dans tous les sens. Et que ce soit dans le style de rap ou dans n'importe quel autre style. C'est ça que je dis, moi, à la marge. Toi, tu focuses sur Alpha One, et je suis Ouais. d'accord, et cartonne, et il mériterait le disque de platine, tout ce que tu veux. Et lui, par contre, pour le coup, il a fait un choix. Il Ah a ouais, fait le lui, choix de il a dire dit, nique sa mère, je vais pas travestir mon style pour ça. Mais des Alpha One, si tu veux, c'est l'angle de. C'est ta niche. Mais en termes de niche multiple, mec, ça explose. Et même si tu veux, en réalité, l'homme pâle, c'est un peu une niche hein, dans le monde du rap. Et il est tout bien, l'homme pâle, dans ce monde-là. Et Et même à l'époque, il y avait des profils comme Nubi, Volcanry, Danny Dan, etc., qui ont le profil d'Alpha One, mais qui n'ont pas, exactement. pété, tu vois. Voilà. Et en fait, c'est tous. Très bon Danny point, en Dan. fait. ouais. C'est tous ces rois sans couronne là, des années 2000, eux maintenant, ils iraient beaucoup mieux s'ils étaient sortis. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à l'époque, il fallait couper, il n'y avait pas assez de thunes, il y avait pas assez ça coûtait trop cher de monter des projets, il fallait couper. Et donc, ceux qui maintenant décident des playlists, avant, enfin, ce pouvoir de direction du vent, avant, il était donné aux agents, aux boîtes de prod, etc. etc. Ouais, Et- ça, je suis d'accord. Et par rapport à ça, moi, je suis quand même pas je suis quand même plutôt inquiet de cette histoire de nouveaux oracles et de nouveaux playlisters, parce que on retombe dans un truc où, on perd de l'authenticité. C'est-à-dire que maintenant, en fait, si ta boîte de prod a une bonne connexion avec Spotify, tu négocies avec eux les placements. C'est plus des trucs, tu vois, authentiques ou quoi. Tu négocies les placements. Si tu connais bien les playlisters chez Apple Music, Spotify, etc., tu peux placer des disquettes tranquilles en mode pot de vin, quoi, tu vois, c'est pas grave. Mais donc, plus on va se centraliser et dépendre de certains choix, moins les choses vont devenir authentiques. Et moi, j'aime bien quand c'est authentique. Le problème de quand c'est authentique, c'est qu'il y a trop de choix. Ouais, mais tu auras des playlisters qui n'auront pas d'intérêt économique et donc qui vont vraiment te mettre, je sais pas moi, si par exemple je kiffe ce que tu écoutes et que toi tu fais juste des playlists sur Spotify comme ça, ben je vais te suivre, quoi, tu vois. D'accord, Mais maintenant on en revient imagine... au truc. Pardon? On en revient au fait que justement, il va devenir une figure qui va te dire ça, c'est ce que tu dois Ouais, écouter, bien etc. sûr. Mais imaginons que tu me sélectionnes pour ça, et c'est très bien, et j'ai blindé de followers parce que je cartonne dans mes choix. Et puis, il y a un rappeur qui vient chez moi qui me dit « Mec, je viens de sortir un nouveau son, t'as pas envie d'écouter ?» J'écoute, je fais « Ok ». Il me fait je te mets un petit billet si tu me mets sur ta playlist, quoi, tu vois. Moi, c'est pire encore, là. Moi, je suis un bête playlister. Je suis en mode « Ah, ouais, c'est le délire des influenceurs sur Instagram, quoi, tu vois. C'est tout ce délire-là, c'est Ouais, bien tu sûr. vas acheter de l'influence, et puis si tu achètes de l'influence, elle est où l'authenticité? Donc moi, je me méfie quand même un petit peu de ce... Mais c'est nécessaire, tu vois. On va avoir besoin d'avoir des capacités de prendre des raccourcis, mais on est en train de redonner des moyens de pervertir, en fait, l'économie telle qu'elle est maintenant, quoi. En fait, devenir une plateforme, parce qu'une certaine manière, en playlister, c'est une sorte de plateforme, mais en fait, maintenant, c'est donné à tout le monde, quoi. Mais il y a toujours ce problème de plateforme. Et puis il y a le truc de surchauffe qui peut être, comment dire, comparé aussi au niveau des médias rap qui sont en train de se créer, où on voit Plein de tu copies vois d'Aloha News qui apparaissent partout. et aussi par exemple, tu vois, Nous, on est des pâles copies génériques d'un modèle podcast qui existe. Hein. Ouais, bien sûr. exactement. Mais aussi, tu vois, par exemple, moi, ce qui m'a choqué, pas choqué, mais interpellé, on va dire, c'est le fond vert qui est partout dans les médias aujourd'hui. Tu vois, ça a été lancé notamment par Combini, etc.
Mais il y a des gens qui se disent ok, enfin je sais pas, je connais pas, mais bon, j'interprète comme ça, mais en me disant ouais ça marche, on va aller vers ce truc-là. Et donc ça crée un truc générique de capsule, il y a un fond vert derrière et que c'est un peu comme les rappeurs génériques finalement. Et il y a d'autres médias, moi je pense au Règlement, qui est pas un média mais qui est un compte, etc., qui a choisi vraiment une autre manière de gérer le truc. Tu vois. Eh ben, imagine un jour, le Règlement, on apprend qu'en fait, il s'est fait donner, il s'est fait payer par des gars pour qu'ils mettent en avant, je sais pas, Damso, Freeze. Enfin, bon, il n'a pas l'influence pour un Damso, peut-être un peu plus pour un Freeze, mais je sais pas, tu vois, où tu apprends qu'en fait, c'est pas vraiment authentique, mais il y a un peu des disques derrière. Ça va arriver. Bien sûr. Tu vois, des gars qui ont pété, genre. Ouais, bien sûr. Comment il s'appelait le gars qui a pété avec Seb Lafrite Qui est ça? Non. Ouais, et l'autre. Qui est ça? Riles. Tu vois, imagine qu'après on apprenne, je dis pas du tout que c'est le cas pour eux, mais qu'on apprenne en fait, c'est Riles, il lui a dit viens, aide-moi, on se connaît pas, mais tiens, je te mets 100 000 balles ou je te promets la moitié des retours de mes trucs sur base de ça. C'est ça qui va avoir, on va perdre. En fait, c'est juste, il va y avoir trop de pouvoir, c'est classique, hein, trop de pouvoir, pas assez de responsabilité, et tu vas pouvoir, en fait, voilà, il va y avoir un problème de trust dans ce système. Moi, je crois que vraiment pour sortir un peu de la bulle dans laquelle on est là maintenant, mais pour reparler de surchauffe dans le rap, et finalement, est-ce que ça va continuer aussi? C'est peut-être aussi une question qu'on peut se poser, et on peut peut-être voir, mais en fait, qu'est-ce qui fait que le rap aujourd'hui, c'est de loin la musique la plus écoutée, et on peut peut-être voir, par exemple, pourquoi est-ce que le rock, par exemple, qui était clairement la musique la plus écoutée, est-ce que le rock, ça a été en surchauffe, comme on pourrait croire que le rap est en surchauffe maintenant, et que le rock maintenant, ça a une importance qui est bien moindre que ce qui était avant, et quel est le futur finalement du rap et de la popularité du rap auprès de tout le monde, quoi, parce que maintenant tout le monde écoute du rap. Moi, je reprendrais peut-être que maintenant je suis un peu trop focalisé là-dessus, mais je reprendrai cette framework où je sais pas si tu te rappelles, on avait interviewé Ozora Miyagi qui avait dit un truc, donc qui est un producteur liégeois qui a tapé chez les plus grands. Un grand big up. Qui a placé vraiment pour des grands. Et il avait cette réflexion à laquelle j'avais jamais pensé, mais que je trouve qui compte quand on pense au public, c'est que différents styles de musique ont différents types de consommateurs et différents types de consommation. Par exemple, il faisait la différence, on disait dans le rap, la consommation est très rapide. C'est-à-dire que tu as un son qui est à la mode, puis un autre son, puis un autre son, et tu peux très bien voir ça dans les vagues de sons. Et par exemple, dans le reggae, c'est beaucoup moins le cas. Dans le reggae, tu as les rythms, etc., qui restent, et donc la longévité d'une track ou d'un son est beaucoup plus pénétrante, beaucoup plus longue dans le reggae que dans le rap. Et donc la question ici, c'est peut-être, par rapport à cette généralisation, imaginons que le public rock s'intéresse beaucoup plus au message qui est dans le rock ou à la personnalité du rock, etc. Plus ça va se génériser, moins ça va devenir intéressant. Donc la question ici, ce serait, est-ce que si le public rap est plus un public d'ambiançage, qui en a rien à foutre en fait de la personnalité des rappeurs, surchauffe, en fait, c'est tout bon pour eux, parce que ça fait plus de sons sur lesquels s'ambiancer encore plus vite, etc., etc. Et c'est pour ça que je parlais de scission à un moment donné entre les différents styles, c'est que tout va dépendre du type de public et du type de consommation que ces publics ont. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et moi peut-être un autre point de vue, mais qui est intéressant, j'écoutais un sociologue qui est déjà venu, Geoffroy de la Gannerie. Geoffroy de la Gannerie, j'ai lu son dernier bouquin, et il y a un truc qui m'a vraiment intéressé, c'est que lui, il parle de politique, pas de rap, mais il dit que c'est une question de démographie. Et il dit, en fait, donc quand il parle de la gauche ou la droite ou quoi, il dit aujourd'hui, on a des gouvernements qui sont majoritairement à droite. Et il dit, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se demander comment faire pour que la roue tourne, entre guillemets. Et il dit, en fait, il ne faut pas essayer de convaincre les gens qui sont de droite dans les sphères de pouvoir ou autres, mais en fait, c'est une question de démographie, la politique. Et donc, s'il y a beaucoup de gens qui adhèrent, forcément, on fait tourner la roue. Et donc, il faut essayer de convaincre les plus jeunes. Et donc, en fait, je crois que si le rap, il continue de toucher les plus jeunes, ça va continuer d'être une musique qui est super populaire. Et c'est peut-être là que le rock, c'est un petit peu perdu. Finalement, le rock, en tout cas en Europe, ça a été hyper populaire pendant les 30 Glorieuses. Et finalement, peut-être que le message qui a été véhiculé à l'époque, il ne correspondait pas au message qui pourrait être véhiculé maintenant. Et donc, ça peut être en tout cas des tentatives d'explication de ce pourquoi
finalement, un message qui a été donné avant ne parlait plus à la jeunesse qui était susceptible d'écouter du rock, par exemple. Puis c'était limité par les instruments aussi, je Ouais. pense, tu vois. Ouais, ça clairement, je crois que le rock est a plus de contraintes structurantes que le rap à ce niveau-là. Peut-être pour embrayer sur une autre dimension où je crois que il y a des choses intéressantes qui apparaissent, je trouve, dans cette surchauffe et qui deviennent ridicules, moi je trouve. Parce que justement, comme on a besoin de synthétiser ces choix et un peu aiguiller les gens, le réflexe moderne aujourd'hui, c'est de regarder les chiffres. Et bon, maintenant, enfin, j'en sais rien en fait, mais moi, je trouve ça tellement claqué et ridicule, tous les débats sur les midweek. Je dois le dire honnêtement, je capte pas ce débat. Qu'on nous casse la tête avec combien un album vend la première semaine et qu'on vienne nous dire J'allais en parler. Ouais. que parce qu'un album a bien vendu la première semaine, ça doit être un bon album, je vois pas le lien en fait. Je vois pas le lien. Ce que ça te donne comme information le midweek, c'est à quel point le gars il était populaire avant de lâcher son album. Ouais, ou à quel point il a investi dans le marketing. Et je dois le dire, honnêtement, l'album de Damso, qu'il est tapé aussi large, ne dit rien sur l'album de Damso Bien sûr. dans cette midweek. Il dit juste que tout le monde attendait cet album. Mais il nous dit rien sur la Et qualité. qu'il a fait une promo de malade Voilà, mental. et il a géré sa promo, mais ça nous dit rien sur la qualité de l'album. Et donc, il y a ces espèces de... Avec cette surchauffe, on est en train parfois de parler de trucs qui confondent quantité et qualité, et on se perd là-dedans. Moi, j'aimerais bien qu'on nous donne les statistiques après 2 ans, et combien un album est encore écouté pendant 2 ans, ou combien elle a accumulé sur 2 ans, ou même sur, disons, 3 mois, le temps que le bouche à oreille fasse quelque chose. Mais une semaine, les gars, ça veut rien dire. Une semaine, ça veut rien dire. Parce que ça se trouve, c'est juste le nombre de personnes qui ont écouté une fois l'album. Comme n'importe quel artiste que tu attends un peu, même si tu trouves l'album claqué après 2 sons, bah, a priori, si tu l'attendais vraiment, tu continues, quoi. Tu lui laisses une chance jusqu'à la fin. Et puis même maintenant que vous dites ça, il y a beaucoup de gens qui sont étonnés en disant oui, pourquoi le deuxième album de l'artiste qui avait full promo, qui était en lumière, vend moins. Mais si on réfléchit comme ça, c'est tout à fait logique. Dans le sens où le premier, comme vous dites, c'est pas la qualité qui va pousser, c'est la curiosité. Si on regarde le midweek, si on regarde le midweek, etc. Bah même il y a beaucoup d'artistes, quand tu vois même des rappeurs génériques, le premier album, il vend beaucoup plus que ceux qui suivent. Après, même si on regarde le parcours de Damso, mais qui dit rien sur la qualité de l'album, c'est que après Batterie Faible, c'est ipséité et puis ça descend crescendo. Moi, je pense que Calf, dans les années à venir, va bien vieillir. Tu vois, pour moi, c'est un album qui va très très bien vieillir. Mais que quand on regarde ce truc-là, les ventes ne disent rien sur la qualité. Mais nous sommes dans une société comme ça où les vidéos, aujourd'hui, par exemple, le débat qu'on aura aujourd'hui, il y aura que les petits dénicheurs du truc qui vont dire purée, c'était stylé, etc., etc. On va bien souvent parler des vidéos qui ont fait beaucoup plus de vues et qui peut-être même en termes de pertinence sont moins pertinentes que ce qu'on est en train de faire. Je suis en train de débattre avec des gens qui ont un cerveau très éduqué. Mais peut-être que le stream finalement ça pousse à ce que les premiers albums ils continuent de fonctionner, parce que finalement un premier album qui est sorti il y a 10 ans, moi je peux l'écouter en 2 secondes sur mon Spotify de la même manière que je peux écouter les nouveaux, et donc ça continue d'être vendu vu que ça se fait au stream, quoi. Oui, mais c'est pour ça que moi, je regarderais plus. J'aimerais bien qu'on ait des métriques genre vitesse de croisière, tu vois. Sûr. Ok, maintenant, après 2 ans, tu en as combien par jour d'écoute, tu vois. Ça nous donne déjà quelque chose. Et surtout, tu sais, moi, je me dis, les vendredis, il y a 10 albums qui sortent. Je vais pas écouter les 10 albums. Il y a plein d'albums, peut-être je vais les enregistrer. Et dans la semaine, j'aurai même pas le temps de les écouter. Donc, en plus, ce truc de midweek ou de calcul sur le tout début, si tu comptes en plus de ça la compétition, ça veut juste dire le gars qui a capté le plus de curiosité sur ce vendredi, quoi, tu vois. Et c'est ça que je trouve, et ça révèle quelque chose. Juste, ça révèle pas la qualité de l'album. C'est ça que je veux dire. Et c'est tout. Et peut-être que ouais, tu vois, si jamais on t'a chauffé, que tu dois choisir entre 2 albums, un album d'un gars que tu as déjà écouté, tu dis ah ouais, lui, je vais me le mettre bien, tu vois. Je vais me l'écouter bien. Et un autre album d'un petit jeune où tout le monde te chauffe, tu dis ok, ça, je vais vite voir, comme ça on regarde. Bah, ça veut dire que ta midweek du petit jeune, elle va surpasser celle du vieux, mais qu'en réalité, ça révèle pas du tout, toi, la préférence que tu avais à la base, tu vois. C'est là où je trouve qu'on devient ridicule, tu vois. Dans ces trucs de... Et c'est souvent ça, ce qui se passe dans l'ère moderne, c'est la dictature de la première semaine, quoi. La dictature de ce genre de chiffres-là, parce qu'en fait, ces chiffres, ils peuvent être importants pour le directeur marketing de Damso qui dit « Ah putain, on a bien joué notre coup », et chapeau à lui, tu vois. Mais pour la qualité de l'album, c'est pas la bonne métrique. Et tu vois, c'est ça où moi j'aimerais
qu'on soit un peu plus consistant avec nos... Mais les chiffres imposent la qualité, dans le sens où j'ai connu très peu de personnes qui ont critiqué un album qui a beaucoup vendu. Tu vois ce que je veux dire? En première semaine ou au total? Moi, ça me vient pas à l'esprit un album qui fait 30 000, 40 000 en première semaine. Même tout le milieu du rap va pas dire c'est de la merde. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que le chiffre impose la qualité de manière implicite. Alors que ceux qui émergent finalement, je pense à Mehdi Maizi par exemple, tu vois, qui a lancé Hamza. Là, il est en train de sur un autre rappeur qui s'appelle Shanseko, qui va pas faire des grands chiffres, mais que finalement le rap et le milieu du rap peut faire émerger des petits artistes, mais peut pas. Ou en tout cas, il y a beaucoup moins de critiques quand il y a un artiste qui vend beaucoup. J'en connais très peu, quoi. Tu vois De toute façon, je crois qu'à l'heure actuelle, dans le milieu du rap, les médias critiquent très peu. On attaque pas. Tu sais, la technique driver que j'aime bien, c'est tu parles de ceux que t'aimes, tu parles pas de ceux que t'aimes pas. Puis voilà, tu vois la différence entre les deux. Donc je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'attaques non plus au front. Après, c'est clair que c'est plus facile d'attaquer un type quand tu dis regarde, c'est une merde, il a fait déjà c'est une merde, en plus il fait 200 en midweek. Bah, tu utilises cet argument pour renforcer ton point. C'est plus facile à défendre que de dire regarde, c'est une merde, mais il a tapé 50 000 en midweek. Et je pense qu'on peut peut-être trouver des exemples. Là, j'en ai pas un comme ça clair en tête, mais un artiste qui fait des albums qui plaisent beaucoup, notamment aux médias rap et dans le monde du rap de manière générale, et puis qui sort un nouvel album qui est claqué, ça peut arriver. A priori, le nouvel album en première semaine, il va quand même faire full vue. Exactement. C'est vraiment une question d'inertie, quoi. Et de mettre des moyens, et a priori en artiste qui a eu du succès, il peut mettre des moyens dans de la promotion, et donc c'est très très lié à ça. Et donc moi je suis tout à fait d'accord avec Ness sur le fait que c'est après quelques mois, voire idéalement après des années, qu'on peut se dire en fait est-ce que cet album il était bien. Et j'ai oublié quel artiste il était, mais Mehdi Maizi en parlait dans une je crois que c'était en confinement en mode story live Instagram, j'ai oublié quel artiste. Et où l'artiste en question disait moi j'ai fait 1000 ventes en première semaine et maintenant j'ai super bien vendu. Ça veut pas toujours tout dire non plus, quoi. Bien sûr. Et peut-être pour parler justement de ce truc chiffré, etc., même pas besoin de mettre beaucoup de promotion quand on vend beaucoup d'albums, dans le sens où un mec qui fait 30 000, 40 000, les médias vont se focaliser aussi sur ce mec-là et lui permettre une ouverture et une couverture médiatique beaucoup plus grande. En fait, ce que je veux dire, c'est que le chiffre à engrainer tout le monde, négatif ou positif, ça c'est pas la question, mais je veux dire ça entraîne donc le côté midweek, ça entraîne l'écoute, la curiosité et la médiatisation de médias, tu vois. Je crois que ce truc de midweek, c'est un effet écho, c'est une bulle à l'intérieur du monde médiatique hip-hop, tu vois, ou même à l'intérieur du monde hip-hop et des gens qui font le hip-hop, c'est un chiffre important. Ouais. Mais c'est dans leur bulle, c'est un peu pour pouvoir mesurer les choses et tout, mais pour un consommateur et un utilisateur comme nous, ça n'a pas de valeur. Et donc c'est pour ça que tous ces débats que je vois, moi je suis un peu en mode, les gars, en fait, pour revenir un peu à pourquoi je parlais de ça à la base, c'est parce que dans cette mare d'informations, ces chiffres en fait sont utilisés pour un peu guider le choix. Puisque c'est en surchauffe et puisqu'il y a trop, on a besoin de proxys qui vont nous aider un peu à nous guider, à naviguer tout ça. Et je trouve que par exemple, le midweek est une très mauvaise indicateur à utiliser pour naviguer à travers ce truc-là. Il y a d'autres, après ça dépend des styles, mais il y a d'autres métriques à l'intérieur du streaming. Après on va nous parler des achats de stream, etc. Mais les gens ils votent aussi avec leurs pieds, tu vois. Et donc si tu regardes le nombre de salles de concert qu'un type sait remplir, le nombre de festivals qu'il fait, etc., c'est peut-être une métrique plus intéressante sur la capacité ou la popularité ou la qualité d'un artiste que les midweek. Ouais, il y a rien de systématique. Je pense pas que quelqu'un qui fasse une grosse midweek c'est forcément un bon album, ni l'inverse. Limite, je dirais que le seul truc qui me ferait dire allez, là je vais aller écouter parce que ça devient vraiment intéressant, c'est quelqu'un qui fait une mauvaise midweek mais qui finalement sur le long terme fait des grosses ventes, quoi. Où là je me dis c'est peut-être un gars à découvrir justement parce qu'il avait a priori pas une promotion qui était de dingue, etc., mais il a réussi sur le long terme à convaincre les gens, et ça je trouve que ça peut être vraiment convaincant, et je trouve que toute cette conversation ça se lie quand même un petit peu, je trouve, à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des trucs qui fonctionnent, qui rentrent dans la tête et qui font des gros chiffres en midweek, etc. C'est quand même, ça rentre quand même là-dedans. Les trucs un peu mathématiques, presque du rap algorithmique,
qui arrive à te faire réécouter, etc. Je trouve que ça rentre très fort là-dedans et je vous conseille vraiment une interview de Thibaut de Longeville dans l'ABCDR du son qui était incroyable. Bon, elle date de 2012, mais où c'est un gars qui a beaucoup d'expérience dans le rap, dans la production, etc. Et qui disait, où il parlait des sons Skyrock. Et il disait, moi j'ai été avec beaucoup d'artistes et il a vraiment été, par exemple c'est lui qui a produit Opera Puccino d'Oxmo, etc. Oxmo, très bon exemple de gars qui tapait Voilà, jamais un exactement. bon score en enfin, pardon, je crois que c'est Non, c'est vers ça que t'allais. Ouais, non. Mais, ouais. Oxmo Puccino, si on considère ses midweek, c'est de la merde. Le Exactement. gars, il a tapé les plus gros classiques du monde, il performait pas en midweek. À fond. Et il disait, il était toujours un petit peu choqué par le fait de dire, il y avait vraiment des gars qui disaient, mais vous savez quoi, sur cet album, on va taper 2-3 sons Skyrock. Et je trouve que, enfin, je suis peut-être trop un gars à l'ancienne ou quoi, j'en sais rien, mais je trouve qu'il y a quand même un truc qui est dommage dans le fait que le désir, il soit là. Moi, j'ai pas eu tout de problème avec les gens qui vendent à mort, et j'écoute des gars qui vendent à mort, mais je trouve que c'est dommage que le désir, il soit, enfin, que le rap, finalement, ça devienne même plus un métier qu'une passion, quoi. Et que le côté taf dépasse le côté en fait je le fais parce que je kiffe faire ça. Mais on n'en sait rien en fait au niveau des artistes. Je veux dire au niveau de sa position. Et à partir du moment où le gars non, je dis pas, du coup je dis pas de nouveau que tous les artistes qui passent sur Skyrock ou qui font des gros succès, c'est pas leur désir, ça c'est tout à fait possible et je peux en citer plein. Par exemple, Kendrick Lamar, moi, que je trouve un rappeur extraordinaire et qui a quand même fait les trucs mainstream, etc., et que je trouve incroyable et qui vend à fond. Mais un gars qui arrive et qui dit, vous savez quoi, on va quand même taper 2-3 sons Skyrock, moi, je trouve que... Enfin, moi personnellement, c'est un truc qui peut un peu me déranger. C'est intéressant ce que tu dis parce que la donne, elle a même changé. Laurent Bounot, dernièrement, il a fait une interview en disant, moi, maintenant, comment je fais les placements sur Skyrock, c'est je regarde les playlists streaming. En disant qui tape dans les streams et je les mets en Skyrock. Donc même cette histoire de chiffrer, elle a même changé la vision. Quoi. C'est un autre écho. Ils se font écho entre eux. Alors pour ceux, parce que j'ai envie de te contredire ou d'aller dans l'autre sens, faut pas oublier que les artistes, ils doivent aussi grailler. Bien sûr, mais c'est ça. Il y a deux choses. Les artistes, ils doivent grailler d'un côté, et aussi il y a des placements stratégiques. C'est-à-dire que je pense qu'un truc, par exemple, que Nekfeu a fait, qui était super intelligent de sa part, mais qui est moins... En fait, ce dont toi tu parles, c'est un peu la dignité, quoi, la classe. Mais Nekfeu, on verra bien, c'est un produit d'appel. On verra bien, c'est un tube qui lui a permis d'aller chercher des gens en disant « Ah, venez écouter ma musique, c'est léger et tout ». Et puis après, ces gens, peut-être qu'ils sont rentrés, ils ont kiffé Martin Eden, etc. Mais il y a aussi des stratégies de produits d'appel où tu dis « Je vais un peu ouvrir, populariser mon style sur certaines tracks pour amener les gens dans mon monde ». Tu vois, on peut dire, c'est un peu du travestissement, mais c'est aussi un exercice, tu vois. Et si tu veux, même à l'époque, Bob Marley, c'est la critique qu'on lui faisait. Bob Marley, il est pur jamaïcain, il était en mode mec, parce qu'il a mixé reggae et rock UK. On lui disait, mec, c'est quoi ce truc, t'es une pute, quoi, tu vois. Tu vends ton slip à la population au lieu de rester vrai jamaïcain, etc. Alors que je pense que l'exercice qu'il a fait, c'est un exercice super chaud, tu vois. De parvenir à rendre ton truc intelligible par le grand nombre, c'est aussi un exercice. Ok, mais finalement, d'accord avec toi. Et mais alors, il faut que les morceaux qui perdurent et qui finalement arrivent à convaincre tout le public, ce ne soient pas forcément ceux qui aillent les chercher, quoi. Mais ce qu'ils ont aujourd'hui, je me demande si les morceaux ont vocation à perdurer. Tu vois, je pense pas que les morceaux ont vocation à perdurer, quels qu'ils soient. Bien sûr, ils ont peut-être ce souhait de la part des artistes, etc. Mais même notre écoute, elle a changé. Ouais, le format, tu vois, tout a changé. Juste avant, j'ai envie d'embrayer sur une petite parenthèse là, mais juste avant, sur ce que tu disais avant, tu sais, pour reprendre même cet exemple-là, Nekfeu, c'est exact, sa carrière, ça a été des produits d'appel. Parce que son premier son, Dans ta Ressoie, c'est juste ça, hein, c'est un truc hyper ouvert, alors que sur le côté, ils voulaient kicker, ils avaient des trucs beaucoup plus profonds, et il termine son dernier album, il y a un son qui est le son que je déteste le plus de son album, son son ouvert, là, Menteur, je crois, qui est pour moi à jeter. Horrible. De tout l'album. Tu vois, il faut pas négliger, je pense aussi, le besoin de graille d'un côté, mais aussi de... C'est très difficile, et parfois ceux qui sont trop stricts sur « ça c'est mon monde, je me travestis jamais, je vends pas mon cul et tout », en fait, si personne te comprend, c'est quoi ta qualité en tant qu'artiste, tu vois ? Si t'es pas capable d'amener les gens dans ton monde, c'est quoi ta qualité en tant qu'artiste ? Et puis même au niveau de demande, moi je trouve que les artistes qui font beaucoup de tubes, quand ils font des morceaux un peu plus, je sais pas moi, conscients, je sais pas comment on peut appeler ça,
bah, les gens ne sont pas en demande de ces morceaux. Moi, je pense à l'artiste, par exemple, qui a beaucoup de tubes et qui a des morceaux qui sont vraiment intéressants, où c'est posé, etc. Mais la demande n'est plus la même. Moi, Tu je vois crois ce que je c'est veux parce dire? que le talent de l'artiste, il est dans cette capacité-là. Peut-être que c'est aussi dans. Je crois qu'il est ultra fort dans sa capacité à ouvrir ses sons et que dans le reste, il est peut-être plus. Il fait moins la différence avec les autres aussi. Je crois que ça rejoint un peu l'épisode qu'on a fait sur vieillir dans le rap. Finalement, moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut se diversifier et que c'est important qu'un rappeur, comme on le disait dans cet épisode-là, justement, il évolue avec son vécu, avec plein de choses, avec ses influences et autres. Il faut juste qu'il reste vrai dans ce qu'il fait et qu'il fasse pas ça et qu'il fasse pas ça uniquement dans un désir de vendre ou un désir commercial, quoi. Et je crois que peut-être un élément aussi que j'aimerais ajouter par rapport au fait que le rap est en surchauffe. On parle du fait que maintenant ils peuvent produire beaucoup plus parce qu'ils ont des moyens, etc. Il y a aussi toute une demande de l'industrie de la musique. Et là, il y avait une anecdote qui était intéressante du groupe 113. 113, à l'époque, leur premier album, ça a été un succès de dingue. Où ils ont vendu énormément. C'était, je crois, le groupe rap français qui vendait le plus à ce moment-là. Et ils ont fait un deuxième album. Et le deuxième album, la maison de disques en question, j'ai oublié laquelle c'était, voulait qu'ils le sortent le 11 mars pour que ça fasse 11 du 3 comme 113. Et le truc, c'est qu'ils n'avaient que 6 tracks qui étaient prêtes à un mois. Et la maison disait non, ça va faire énormément de ventes, il faut absolument vous le sortir pour le 11 du 3, etc. Et donc ils étaient vraiment pressés. Et j'en avais déjà parlé dans le premier épisode de Le Capitalisme, mais il y a eu aussi Gizmo qui avait signé en contrat et qui devait sortir un album tous les 6 mois ou des trucs comme ça. Il y a aussi, je crois, une pression de l'industrie qui fait qu'on arrive à des trucs où on va vers du systématique, vers presque de l'algorithmique, etc., quoi. Après, ça dépend du contrat que tu signes aussi, tu vois. Bien sûr. Tu sais, il y a des contrats de 3 ans sur 3 albums, donc tu dois respecter les délais, etc. En fait, je pense que ça revient encore à la responsabilité de l'artiste. C'est tu fais quoi? Est-ce que je signe pour ça? Donc je respecte les délais, etc. Enfin, c'est comme dans la vie de tous les jours, quoi, je pense, tu vois. Et je crois aussi que les contraintes, parfois, ça aide les artistes. sûr. Trop de liberté, ça devient problématique. Après, il faut savoir les placer. Moi, je trouve qu'il y a un... En reprenant le cas Le Motif, je trouve qu'il y a un peu un paradoxe intéressant sur ce qu'il a fait et sur l'exercice de style qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il s'est imposé des contraintes artistiques en disant pendant 1 mois, je vais sortir un son par jour que je crée chaque fois ce jour-là. Et donc, on était clairement dans la machine, quoi, dans la surcharge de rap. Et puis, il a sorti son EP, mais de tout, l'album qui pète le plus, le son qui pète le plus, c'est un son qu'il a sorti pendant ces 30 jours, quoi. Tu vois, c'est le son avec Easy Lee, My Love, que moi, j'ai vu le tube arriver, je trouve qu'il est incroyable ce son et qu'il cartonne, etc., etc. Mais, tu vois, à travers... c'est comme si, sous la contrainte, ta performance, elle est parfois... Tu peux sublimer ta performance sous la contrainte aussi, quoi, tu vois. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le paradoxe, ce que j'appelle le paradoxe Le Motif, c'est que je sais pas, dans My Love ou dans son exercice, ce qui a le plus marché, c'est sa productivité, ou si c'est le fait qu'il nous ait raconté une histoire à travers chaque son, et qu'on puisse beaucoup plus facilement s'identifier à travers My Love, parce qu'il raconte, c'est l'histoire de je reste... Enfin, ils ont ce passage où ils construisent le son ensemble et où tu as vraiment l'identification possible, à son EP qui est moins officiel sur comment est-ce que je dois prendre chaque son. Ok, maintenant je comprends un peu plus le personnage, mais il faut que je réécoute les sons pour voir. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, dans ce son-là, l'explication peut être une surchauffe ou du génie ou un truc comme ça aléatoire, ou l'explication peut être que justement là, c'est pas un son qu'une machine pourrait reproduire, parce que ce qu'on a kiffé aussi dans My Love, c'est l'histoire que My Love apporte, tu vois. Ouais, et d'ailleurs, ça rejoint aussi ce que Nikita disait quand il disait que parfois c'était juste les sons les plus vite faits ou de manière les plus comment tu disais déjà, les plus instinctives. Et moi, ça me fait penser à Dinos. Moi, personnellement, j'ai trouvé que l'album de Dinos, c'était un des tout meilleurs des dernières années, Taciturne. J'ai adoré. Et par exemple, le premier son de Taciturne, il freestyle dans la cabine. Enfin, je veux dire, il improvise, quoi. Et apparemment, enfin, c'est ce qu'il expliquait, c'est qu'il sortait des phases qui sortaient de sa tête comme ça, mais c'était pas vraiment préparé. Et je trouve que ce son, il est incroyable. Et donc, je suis d'accord qu'il n'y a pas de règle, quoi. On meurt demain. Voilà, on meurt demain, ça. Et donc, effectivement, je crois qu'il n'y a pas de règle et c'est pas forcément un album
ultra préparé est pas forcément bon, et un album qui est vite fait est pas forcément mauvais, effectivement. Après, là, je crois que moi, je mettrais. Je pensais que limite, ça mérite un autre épisode. Je trouve que les deux bons exemples, on les a déjà cités 1000 fois, dans ce délire-là, je mettrais Alpha One dans un extrême, avec Infinite, et je mettrais Dinos et Luigi dans un autre extrême, parce que, en fait, c'est deux réactions différentes à la contrainte. C'est-à-dire que Alpha One et Infinite, ils sont studieux, et ils sont dans la contrainte, dans la démonstration du style à mort. Et à la fois Dinos et Luigi, ils rapportent la même expérience, c'est-à-dire que eux, en fait, ils ont dû... En fait, la contrainte, ça leur a imposé la page blanche. Ils n'arrivaient pas à en sortir. Et Dinos, c'est ce qu'il dit. Il dit, il n'arrivait pas à faire cet album taciturne. Et il a dû se dire, nique sa mère, je prévois rien, je me laisse aller pour que le truc sorte. Ouais, à fond. Et donc, c'est deux mondes possibles, tu vois. C'est deux mondes possibles. Après, la vérité, c'est qu'il faut être talentueux pour pouvoir C'est arriver... comme faire l'amour, quoi. Je prévois rien, je laisse aller, je me mets pas de pression. Ouais, je me disais, comment tu fais l'amour comme... C'est technique. Dans la cabine. Mais tu vois, et c'est un truc que tu peux revoir chez tout le monde, tu vois. Jay-Z, il écrit pas ses textes parce qu'ils ont besoin d'avoir cette liberté par rapport aux contraintes. Et d'autres, ils ont besoin... Infinite, il disait, je mets plusieurs jours à écrire des textes, tu vois. J'ai besoin de retourner dessus et de revoir, etc. Donc, différents artistes peuvent réagir de façon différente avec ces contraintes. Après ce débat juteux, on passe à la rubrique Punchline. Qui voudrait commencer et lâcher sa punchline? Moi, je vais lâcher ma punchline. Moi, c'est d'Alpha One qui dit « Je connais les océans et leurs pirates. Les fans aiment Fall et ils ont peur qu'ils ratent. Je suis au sommet de leur pyramide. Je suis le dernier rappeur qui rappe. » Pa. Et toi, Tariq? Sale. Alors moi, je suis extrêmement fier de cette punchline parce que je crois que jamais j'aurais cru que dans le rap, on verrait une référence comme ça. Donc c'est Freeze Corleone sur Tarkov qui dit « Je suis là pour les sous, à propos des chiffres, SO André Markov ». Donc là, je vais prendre 5 minutes juste pour expliquer la puissance de cette référence. C'est-à-dire, André Markov, c'est un mathématicien russe du XVIIIe siècle. Mais les gars, l'importance de ce type dans le monde actuel, elle est dingue. Donc la ref en mode, on parle de chiffres pendant 1 heure. Ce type-là, c'est la référence en chiffres. Donc en gros, ce type, c'était un prof de maths en Russie. Déjà, le gars, c'était un déglingo parce qu'il était en mode, moi, vous me cassez pas les couilles avec la politique. Et comme c'est fin du 19e, début du 20e pour la Russie, c'est juste avant la Révolution, c'est le moment où la Russie ça pète. Et on n'arrêtait pas de venir lui dire, mec, t'es super connu et tout, il faut que tu nous aides en politique, etc. Il disait, niquez vos mères. À un moment, on a voulu lui remettre un peu à la dos de gars stylé, on a voulu lui remettre des cérémonies d'honneur. Il a dit, niquez-vous, vous me parlez pas, je veux pas de ça. C'était le plus gros mathématicien de l'époque, il disait non. Et même à la fin, on lui a demandé de virer des étudiants parce qu'on pensait que c'était un peu des étudiants bizarres qui venaient étudier pour des espions. Et il a dit, moi je touche pas à mes étudiants, je continue mon enseignement comme je veux. Et il s'est fait virer de l'UNIF, mais on lui a pas mis de blâme, rien du tout, parce qu'il était trop genre célébrité respectée dans le monde. On lui a juste dit, ouais, on va plus te payer, mais on peut pas te toucher plus, quoi, tu vois. Donc le gars, c'était un déglingo. Et en termes d'invention, en fait, c'est lui qui a introduit ce qu'on appelle le calcul stochastique, que Jean connaît très bien, c'est-à-dire tous les calculs de probabilité. Et il a introduit les chaînes de Markov. Et en fait, pour ceux qui ne savent pas, les chaînes de Markov et les principes de Markov, j'ai listé un peu les influences que ça a parce que je voulais pas les perdre. Mais tous les domaines de cryptage actuels, tous les domaines de l'intelligence artificielle actuelle et tous les domaines, et la majorité des domaines de modèles économiques se basent sur les outils que lui a développés. Et typiquement, pour ceux qui veulent un peu avoir des exemples plus concrets, l'algorithme, quand on parle d'algorithme, l'algorithme PageRank de Google se base sur un modèle de Markov. Et donc, gros big up à Freeze d'avoir fait une référence à un dieu des maths dans un monde où on parle d'abrutisation des masses. Gros big up à lui, et je trouve que la page Genius de cet article-là devrait être beaucoup plus remplie de l'impact d'André Markov dans le système. Il est anti-système aussi, un peu comme tu l'expliquais aussi. Exactement. Donc Freeze l'a pas fait par hasard, quoi, quelque part, disons. Et moi, tu m'as fait penser à une phrase de Gazo avec Freeze. Il dit Thomas la quicheta, Thomas la taille de ma quicheta. Voilà, on parle des chiffres et on finit chiffré. Il y a encore pas mal de choses à dire. N'hésitez pas à laisser des commentaires, justement. Ouais, là, il faut rajouter que les commentaires, honnêtement, c'est exage. La qualité de certains, on dirait des mémoires, quoi. Il y a des trucs où on est en mode, en fait, ça, il faudrait copier et mettre. Des vrais chroniqueurs. Exactement, c'est exagéré. Gros big up à eux. Merci beaucoup de contribuer à ça. Et comme vous avez vu, on a changé de locaux. Et à chaque fois, on met une petite référence à Mani, puisque nous sommes dans le monde à Mani. Et aujourd'hui, on a choisi Sofiane. N'hésitez pas à mettre en commentaire les références à Mani également. Et on mettra
votre petit blaze sur la phase que vous aurez trouvée. On se retrouve pour un prochain épisode très très bientôt. Et n'hésitez pas aussi à lâcher des thèmes sur lesquels on peut À fond. débattre. Ça peut À être fond, vraiment à fond. cool. Mais en tout cas, on discute, on répond à tous les commentaires. Merci beaucoup et on se voit Ciao. à très bientôt. Ciao. Y'a pas de racisme dans